La climatisation de leur appartement de Wicker Park 2 fonctionnait depuis mai. En juillet, elle ne s'était toujours pas mise en marche, s'allumant et s'éteignant toute la nuit avec un léger grondement mécanique auquel Jade avait plus ou moins appris à s'habituer. Ce soir, plus ou moins, ne suffisait pas. Elle était couchée sur le côté gauche, comme le lui indiquait l'application. Côté gauche après 24 semaines. Un truc sur la circulation sanguine, les reins et une liste de raisons cliniques qu'elle avait lues 2 fois avant de fermer l'onglet, car la liste était longue et son anxiété n'avait jamais eu besoin d'être alimentée. Au-dessus d'elle, le ventilateur de plafond claquait 1 fois sur 3. 6 mois comme ça. Derek avait dit qu'il y jetterait un œil. Il ne l'avait pas fait. Elle prit son téléphone à 23h48 et le reposa. Il avait envoyé un SMS à 21h. Je suis en retard. Le dîner avec le client a duré plus longtemps que prévu. Ne m'attends pas, 3 phrases, aucun détail. Le genre de message conçu pour clore une conversation plutôt que pour en commencer une. Elle avait répondu par un pouce levé, car rien d'autre ne lui semblait approprié. Puis elle avait mangé ses céréales debout au comptoir de la cuisine, celle avec les petites guimauves qu'elle prétendait acheter pour un hypothétique futur enfant, et certainement pas pour elle. Et elle était allée se coucher à 22h parce qu'elle avait mal au dos, que le canapé n'était plus confortable depuis des semaines et qu'elle ne savait plus quoi faire de ses mains. Le bébé lui donna un petit coup de pied lent et délibéré contre les côtes, plus comme une affirmation qu'un mouvement. Sans hâte, avec assurance, comme seule une personne indifférente aux complications de la vie adulte peut se le permettre. Je ne sais pas non plus, pensa-t-elle. Les draps de son côté du lit étaient frais et intacts. Elle ne les toucha pas. Il y avait quelque chose, à les toucher, à les lisser, à reconnaître leur vide, qui lui donnait l'impression d'admettre quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à exprimer. Il y a un silence particulier qui règne dans une chambre quand la personne qui est censée y être n'y est pas. Pas paisible, pas reposant, un silence griffé, un vide qui s'insinuait dans le matelas, dans l'air, dans cette immobilité particulière d'une pièce retenant son souffle. Jade dormait prisonnière de cette forme depuis 3 mois. Elle sentait que quelque chose clochait depuis avril. Pas ce genre de pressentiment cinématographique. Pas de rouge à lèvres sur un col, pas de numéro inconnu, pas de ticket de caisse froissé trouvé dans une poche. Non, ce silence insidieux. Celui qui s'accumule en marge du quotidien jusqu'à ce qu'un matin vous vous retrouvez dans votre cuisine, une tasse déjà rincée 2 fois à la main. L'eau qui refroidit dans tes mains et tu réalises que tu ne te souviens plus de la dernière fois où tu as ri, dit-il. Pas un rire poli, un vrai, le genre qui te prend au dépourvu. Elle se dit qu'elle s'imaginait des choses. Et elle comprenait pourquoi. Quand on a construit 4 ans de sa vie autour d'une personne, quand on l'a choisie, qu'on a déménagé dans sa ville, qu'on a discrètement mis son activité en veilleuse parce que le moment n'était pas venu, on ne tire pas les conclusions les plus pessimistes. On écoute son intuition. On conclut des accords discrets. Encore 1 mois. Il est juste stressé. Le travail est dur. La grossesse a compliqué les choses. On élabore des arguments solides et raisonnables pour ne rien changer. Et puis on y réfléchit avant de dormir. Et puis on reste allongé dans le noir à écouter la climatisation se disputer toute seule à minuit. Et quelque part sous le raisonnement, la patience et ses 4 années de preuves soigneusement choisies, une petite partie fatiguée de soi le sait déjà, le sait depuis un moment, attend que le reste de soi comprenne. Elle reprit son téléphone. Le partage de localisation était désactivé depuis un certain temps. 6 semaines. Une histoire de batterie qui se déchargeait. Une explication anodine qu'elle n'avait pas remise en question, car cela aurait signifié nommer ce qu'elle soupçonnait, et elle n'était pas prête à le faire. Elle ouvrit Instagram, se promit de ne pas regarder les photos où il était tagué, mais elle fit défiler quand même. Elle ne trouva rien, sans éprouver ni soulagement ni réconfort, juste un vide immense, de cette façon si particulière qu'on ressent non pas en découvrant quelque chose d'horrible, mais en confirmant que l'angoisse qui la ronge est la sienne seule. Une notification clignota sur son côté de l'iPad partagé, posé sur la table de nuit. L'écran illumina le plafond pendant 2 secondes, d'un bleu pâle, clinique, indifférent, et son corps se figea. Elle faillit regarder. Elle se retint. Elle brancha son téléphone, éteignit la lampe, le ventilateur se mit en marche. La climatisation grogna. La chambre reprit sa forme. Ce contour, cette absence. Jade remonta la couverture jusqu'au menton, ferma les yeux et fit ce qu'elle savait si bien faire.
Elle attendit que le sommeil fasse cesser cette certitude, au moins jusqu'au matin. Ce que Jade garderait précieusement. Des semaines plus tard, de retour dans la chambre d'amis de sa mère, allongée dans celle-ci, elle suivait du regard la tache d'eau au plafond, comme si elle pouvait enfin avoir une signification. Ce n'était pas prévu. Elle s'était réveillée avec une envie irrésistible de bœuf, celui du restaurant de Milwaukee. Celui avec l'auvent vert délavé, la climatisation agressive et un bouillon qui avait le goût d'une grand-mère qui l'avait préparé la veille. Elle était enceinte de 7 mois, un jeudi de juillet à Chicago. Elle voulait prendre un verre à 20h. Rien de suspect. Elle avait enfilé ses mocassins blancs de chez Target, sa seule paire à sa taille, pris ses clés et s'était dirigée vers Milwaukee. L'air du soir était lourd et sirupeux, typique des étés de Chicago. Un air qui vous colle à la peau sans s'en excuser. Elle marchait lentement, une main posée sur son ventre, comme toujours, un réflexe aussi automatique que la respiration. Puis elle passa devant le restaurant. Elle connaissait le nom. Derek l'avait mentionné au printemps, à un client intarissable sur la carte des vins. Elle lui avait proposé d'y aller pour leur anniversaire. Il avait répondu, peut-être, sur ce ton si particulier qui n'avait jamais été ambigu. Elle l'aperçut d'abord à travers la vitre. Il y a un décalage, une demi-seconde précise, entre ce que vos yeux perçoivent et ce que votre cerveau accepte de traiter. Votre corps réagit en premier. La poitrine se serre. Le ventre s'affaisse. Mais le cerveau exécute encore son logiciel plus ancien, plus protecteur. La version qui insiste sur le fait qu'il existe une explication raisonnable, que vous interprétez mal l'angle, et qu'il faut respirer avant de tirer des conclusions. L'espace reste ouvert juste assez longtemps pour paraître clément. Puis il se referme. Dererick était installé dans la banquette d'angle près de la fenêtre, et une petite partie détachée de Jade réalisa, même au milieu de tout ce qui commençait à s'effondrer, qu'il avait obtenu cette banquette. Celle qu'elle avait essayé de réserver pour leur 4e anniversaire dans un autre restaurant, et pour laquelle on lui avait annoncé 3 semaines d'attente. Il portait le blazer bleu, celui cintré qu'elle lui avait trouvé chez Nordstrom Rack sur Michigan Avenue en décembre d'il y a 2 ans. Et il semblait à l'aise comme elle ne l'avait pas vu depuis des mois. Pas l'aisance apprêtée qu'il affiche pour ses clients. Vraiment à l'aise, comme un homme qui ne voudrait être nulle part ailleurs. Il riait. Un vrai rire. La tête renversée, spontané, pleinement présent. Celui qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. La femme en face de lui était blonde. Une vingtaine d'années, peut-être. Grande là où Jade était menue. Claire là où Jade avait la peau foncée, avec cette beauté naturelle et spontanée qui emplit une pièce sans effort, sans jamais avoir à se forcer. Sa main reposait sur la table, près de celle de Derek. Sans la toucher. Il y avait du champagne dans les 2 coupes, et la bougie entre eux avait presque entièrement brûlé, comme seules les bougies le font quand personne n'a regardé l'heure. La main de Jade trouva son ventre sans qu'elle l'ait voulu. Ce qui ne s'atténue jamais. Ce qui transparaît dans chacune de ces histoires de la même manière, ce n'est jamais le champagne, jamais le coin tranquille, ni même la femme. C'est le rire. Ce rire si particulier, spontané, qu'un homme réserve au moment où il est complètement à l'aise avec quelqu'un. Celui que vous avez cru être le vôtre pendant des années. Le rire que vous avez décrit à votre mère la première fois que vous l'avez présenté à la maison. Il me fait me sentir comme la seule femme au monde. Elle resta immobile sur le trottoir pendant une bonne trentaine de secondes, peut-être plus. Un homme promenant un Golden Retriever lui dit « Excusez-moi ». Elle s'écarta sans le regarder. Le chien pressa brièvement son museau contre sa cheville, chaud et indifférent, puis s'éloigna. Elle, non. Dererick ne l'avait toujours pas vu. Il se penchait en avant, faisant ce qu'il faisait quand il voulait que son interlocuteur se sente unique. Animé, gesticulant, il l'entraînait dans son récit. Elle en connaissait le rythme par cœur. Elle l'avait vu faire ça lors de dîners et d'événements professionnels, et avait toujours éprouvé une certaine fierté à voir les autres se laisser envoûter, car à la fin de ces soirées, il rentrait avec elle. Son téléphone vibra, une notification Venmo, son compte professionnel, un paiement client. Elle le regarda, puis reporta son regard par la fenêtre. La femme rit à une de ses remarques. La tête renversée en arrière, la main sur son bras. La tension dans la mâchoire de Jade irradiait jusqu'à ses molaires. Une tension qui persiste dans le corps longtemps après que l'esprit ait tenté de la rationaliser. Elle pouvait partir. Elle savait qu'elle pouvait partir. Elle aurait pu redescendre, prendre le pot,
rentrer chez elle, attendre, et avoir cette conversation plus tard, dans les conditions contrôlées et préparées qu'elle avait soigneusement maintenues pendant 6 mois, en ravalant ce que son intuition lui disait déjà. Elle était stratégique. Elle n'agissait pas impulsivement. Elle avait construit toute sa personnalité autour de cette attitude. La femme lui toucha de nouveau le bras, et quelque chose qui soutenait encore un dernier rempart de patience et de maîtrise de soi, et qui, donnons-lui encore un mois, s'effondra. Pas bruyamment, juste doucement, comme le font les choses épuisées. Elle n'entra pas. Elle resta là, immobile, jusqu'à ce que ses jambes décident pour elle. Elles se dirigèrent vers la porte. L'hôtesse mentionna une réservation. Je ne l'entendis pas. Elle avait déjà dépassé la réception, se frayant un chemin dans la pénombre, entre les nappes blanches et le bruit de les jeudis soirs tranquilles des autres. L'air chaud du restaurant, chargé d'une odeur précieuse, cèdre, beurre grillé et le silence feutré d'une pièce conçue pour couper le monde du monde extérieur. L'espace était si petit qu'elle pouvait apercevoir la banquette d'angle depuis l'entrée. Si petit que Dereric pouvait la voir de là. Et l'instant précis où leurs regards se croisèrent, elle le rejouerait dans chaque version de cette histoire qu'elle raconterait. Son rire s'éteignit dans sa gorge. Non pas progressivement, mais instantanément, comme un interrupteur actionné dans une pièce sombre. Son visage passa par 3 expressions distinctes en 2 secondes, la reconnaissance, la confusion, puis une panique pure et simple. Puis, il se reconstitua en un sourire contrôlé, mais totalement déplacé. Un sourire qui n'atteignait ni ses yeux, ni sa mâchoire, rien. Jade. Il prononça son nom comme s'il accomplissait plusieurs tâches à la fois, questions, explications et excuses, le tout condensé en 2 syllabes. Aucune n'était suffisante. Tout arrivait trop tard. Ce regard, celui qui se dessine sur le visage d'une personne à l'instant précis où elle réalise qu'on l'a observé, n'est pas de la culpabilité. La culpabilité est une émotion plus tardive, qui exige du temps et un récit construit. Ce qui traversa le visage de Dereric était plus ancien et plus âpre que la culpabilité. C'était l'expression d'un homme dont les 2 vies distinctes venaient de se fondre en une seule pièce, et il se trouvait au seuil de cette fusion, sans encore avoir d'histoire à raconter. La femme, Tiffany, bien que Jade ne connaisse pas encore son nom, se retourna pour voir ce qui l'avait interrompu en plein milieu d'une phrase. Et alors, son regard fit quelque chose qui frappa Jade comme un poing fermé. Ses yeux se posèrent d'abord sur son ventre, puis remontèrent vers son visage. Un calcul se déroula derrière eux, rapide et visible comme un curseur clignotant sur un écran. Et quelque chose dans l'expression de Tiffany passa de la confusion à ce regard rétrécissant caractéristique de quelqu'un soudainement confronté à l'ampleur de ce à quoi il avait consenti à participer. Bien, pensa Jade. Regarde. Le restaurant n'était pas devenu silencieux. On entendait encore le murmure des conversations voisines, le léger cliquetis des verres et des couverts. Mais les tables les plus proches l'avaient remarqué avec cette attention instinctive particulière que l'on porte aux situations susceptibles de dégénérer en quelque chose qu'on racontera plus tard autour d'un verre. Jade ne voulait surtout pas que cela dégénère. Il aurait été si facile de faire l'autre chose, même justifié, de hausser le ton, de faire ressentir à Derek toute la gravité de son acte. Ses mains tremblaient déjà, ses doigts crispés sur la bandoulière de son sac, seul signe visible de l'effort qu'elle déployait pour garder son calme. Une partie d'elle désirait cette scène, voulait tout faire exploser. Elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle tira la 3e chaise vide, celle contre le mur, celle qui n'avait pas servi jusqu'à présent, et elle s'assit. Derek la fixa. Tiffany la fixa. La bougie entrevacilla une fois, comme si la pièce elle-même avait changé d'atmosphère. Jade posa son sac à main sur la table, se pencha, prit la flûte de champagne de Dereric et la déplaça à l'autre bout de la table, loin d'elle, délibérément, sans précipitation. « Bonjour, dit-elle. » Sa voix était parfaitement calme, le ton qu'elle employait lors des réunions avec les clients quand les chiffres étaient mauvais et qu'elle devait rester la personne la plus imperturbable. « Je suis Jade, la femme de Derek. » Un bref silence. 7 mois. Elle ne fit aucun geste vers son ventre. Ce n'était pas nécessaire. Tiffany ouvrit la bouche, puis la referma. « Je pourrais te demander depuis combien de temps ça dure, » reprit Jade sur le même ton. « Mais je ne pense pas avoir besoin de cette information maintenant. Pour l'instant, j'ai juste besoin que tu comprennes ce que tu as sous les yeux. » Jade, commença Derek. « Je ne te parle pas. » Il s'arrêta net. Le silence qui suivit était lourd, pesant,
comme celui qui s'installe quand quelqu'un qui a toujours su se sortir d'affaire par la parole se retrouve soudain face à un mur de silence. Derek avait toujours été ce genre de personne, le conteur passionné, celui qui savait se tirer d'affaire par ses exploits. Le voir devenir véritablement, complètement silencieux était quelque chose que Jade n'avait jamais vu auparavant. L'atmosphère autour de la table changea. Tiffany regarda, elle baissa les yeux sur ses mains. De près, elle paraissait jeune, plus jeune qu'à travers la vitre, plus jeune que l'image qu'elle projetait en buvant du champagne. Ses boucles d'oreilles semblaient chères. Sa robe était trop habillée pour un jeudi de juillet, et son expression s'était figée dans le regard désemparé de quelqu'un qui, entre deux déclarations, avait compris qu'ils n'étaient pas vraiment séparés. « Il t'a dit qu'on était séparés » dit Jade. Ce n'était pas une question. Tiffany ne répondit rien, ce qui valait réponse. Jade hocha lentement la tête. C'est ce qu'ils disent. Elle se leva, prit son sac, regarda Derek, toujours dans son blazer bleu, les mains à plat sur la table, le visage crispé par l'émotion. Le travail épuisant d'un homme qui sait que rien de ce qu'il dira ne constituera une phrase cohérente à cet instant. Elle le regarda assez longtemps pour que ses paroles aient un sens. Assez longtemps pour qu'il le comprenne plus tard. « Je serai chez ta mère, dit-elle. Ne viens pas ce soir. » Elle laissa son verre d'eau intact sur la table et sortit. Elle rejoignit sa voiture. Assise au volant, avenue Domain, les vitres fermées, la chaleur de juillet irradiait encore du tableau de bord, même si le soleil était couché depuis une heure. Le volant était chaud sous ses paumes, presque trop, et elle le serra quand même, car il était solide et réel. Et à cet instant précis, solide et réel étaient les deux seules choses dont elle avait besoin. Elle respira. Le bébé se balança lentement, sans hâte, comme s'il cherchait simplement une position plus confortable au milieu de tout ce brouhaha. « Je sais, pensa-t-elle. Moi aussi. » Elle ne pleura pas. Cela la surprit. Elle sentait qu'elle le devait, que la réaction appropriée à ce qui venait de se passer exigeait un effondrement immédiat et visible. Mais ce qu'elle ressentit à la place était plus proche de la lucidité particulière qui suit la chute d'une longue fièvre. Une question qu'elle portait en elle depuis 6 mois venait de trouver sa réponse. La réponse était terrible, mais c'était une réponse, et elle pouvait enfin se libérer de cette question. Il y avait là une sorte de soulagement sombre et épuisant. Elle prit la voiture pour aller chez sa mère. Voilà ce que personne ne vous dit sur le fait d'être une femme forte, au moment où vous craquez, il n'y a rien de gracieux. Rien de cinématographique. Ce n'est pas comme une larme digne qui capte la lumière. C'est comme être assise par terre dans la cuisine de sa mère à 23 h un jeudi soir, à manger des tamales froids dans une boîte Tupperware qui traîne au frigo depuis dimanche, à pleurer à chaudes larmes, la cage thoracique tremblante, incapable de reprendre son souffle entre deux sanglots. Sa mère, Rosa, était déjà levée quand Jade sonna. Elle avait crié de la voiture, 3 mots, « J'arrive ». Rosa n'avait posé aucune question, elle avait juste dit, « Je mets la bouilloire en marche ». Elle ouvrit la porte, jeta un coup d'œil au visage de Jade et ouvrit les bras. Jade s'y blottit et c'est là que les sanglots commencèrent. C'était terrible, des sanglots incontrôlables, sans forme ni retenue. Du mucus, des tremblements et des sons qui sortaient d'elle, des sons qu'elle ne reconnaissait pas comme les siens. Des sons qu'elle ignorait avoir enfouis en elle. Rosa la serra dans ses bras pendant tout ce temps, debout sur le seuil de son appartement de Logan Square, lui caressant le dos en faisant de l'encercle, comme elle le faisait quand Jade avait 9 ans, qu'elle était tombée de vélo et qu'elle ne voulait pas pleurer devant les enfants du quartier. Mais qu'elle était absolument incapable de s'arrêter. « Mia, dit Rosa. C'est tout. » Jade pleura de plus belle. Finalement, elles se retrouvèrent par terre dans la cuisine. Jade n'avait pas fait exprès de glisser le long du meuble. C'est arrivé comme ça. Comme ça arrive quand les jambes lâchent. Rosa s'assit à côté d'elle sans un mot, car Rosa Vargas n'avait jamais été assez digne pour s'asseoir par terre dans la cuisine de sa fille. Elle trouva le Tupperware. Elle tendit un tamalais à Jade. Jade le mangea. La pâte était dense et froide, et avait le goût d'un dimanche d'il y a 2 semaines, quand rien de tout cela n'était encore arrivé. Et d'une certaine façon, c'était exactement ce qu'il fallait. Les pleurs se calmèrent. Il était au restaurant, dit enfin Jade avec son champagne. Rosa resta silencieuse un instant. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Plus de quelques mois. La façon dont elle me regardait, Jade s'arrêta. Elle serra les lèvres, comme pour se calmer.
Elle pensait qu'il me quittait. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il y a la trahison elle-même, qui est déjà énorme, déjà plus que ce que quiconque devrait avoir à endurer. Attends. Et puis, il y a cette couche en dessous, cette idée que quelqu'un d'autre a discrètement construit une version parallèle de ta vie, directement par-dessus la tienne. Pendant que tu réduisais tes activités professionnelles, que tu allais seul à tes rendez-vous prénataux et que tu écoutais attentivement ton intuition, quelqu'un d'autre recevait la version de ton mari qui te regardait comme si tu étais la seule femme au monde. Rosa versa du thé qu'aucune d'elles ne toucha. Elle tripota le bord de sa manche, une vieille habitude, celle qu'elle avait depuis que Jade s'en souvenait. Ce que faisaient ses mains quand sa bouche choisissait ses mots avec soin. Dehors, une voiture avait la vitre baissée. L'Ombia s'élevait par la fenêtre ouverte, légère et lumineuse, totalement indifférente au carnage sur le sol de la cuisine. Je te l'avais dit, dit doucement Rosa. Pas, je te l'avais bien dit. Juste la triste vérité. Je te l'avais dit. Je sais, dit Jade. Cet homme ? Commença Rosa. Maman. D'accord. Rosa tendit la main et prit celle de Jade. Elles restèrent assises ensemble dans la cuisine, le thé froid, elle ouvrit un tupperware, la quimbia s'estompa au bout de la rue, et Rosa ne dit rien de plus. Jade était plus reconnaissante de ce silence qu'elle n'aurait pu l'exprimer. J'ai besoin d'un avocat. Les mots sortirent plus assurément qu'elle ne l'aurait cru. Pas fort, pas théâtral, juste une phrase qui se posa sur le lino entre elles, comme une vérité qui avait toujours été là et qui avait enfin décidé d'être dite. Comme une décision qu'elle avait déjà prise en route, avant même d'en avoir conscience. C'était l'instant présent, pas le restaurant, pas le passage de la porte, pas même les larmes. Cette phrase, calme, posée, adressée à sa mère seule, sur le carrelage de la cuisine à 23 heures, était le véritable tournant. Tout ce qui avait précédé n'était qu'un événement vécu par Jade. Là, c'était Jade qui décidait de la suite. Rosa lui serra la main. La fille de mon amie Carmen, elle est avocate spécialisée en droit de la famille à Pilson. Jade acquiesça. Elle s'essuya le visage du revers de la main. Son mascara avait coulé sur le tiroir du placard, laissant une trace sombre sur le torchon de Rose. Le genre de tache qui s'incruste pendant la nuit et ne disparaît jamais complètement. La petite trace indélébile d'une nuit qui allait bouleverser tout ce qui allait suivre. Elle prit son téléphone. Elle appela la fille de Carmen. Tiffany Marsh n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Elle était rentrée en voiture à son appartement de Bucktown, le studio de Wubancia, celui que Derek l'avait aidé à trouver à la fin de son bail à Wrigleyville en février. Sur le moment, elle avait trouvé ça attentionné, pratique, le genre de choses qu'un homme fait discrètement, petit à petit, pour vous faire une place dans sa vie. Assise sur son lit, maintenant, en robe de soirée, elle voyait les choses telles qu'elles étaient réellement. Une variable de plus dans un calcul dont on ne lui avait jamais révélé l'équation complète. 7 mois. C'était ce chiffre qui l'obsédait, pas sa femme. Elle connaissait l'existence de cette femme en théorie, elle avait entendu la version de Derek, celle qui était faite d'expressions comme « on s'est éloigné »,« on est resté pour des raisons pratiques » et « c'était déjà fini ». Elle avait entendu ces mots et avait choisi de les croire parce que c'était plus facile que l'alternative, parce qu'il avait 32 ans, qu'il était beau, qu'il payait les dîners et qu'elle se sentait, quand il lui accordait toute son attention, comme la seule femme enceinte de 7 mois. Elle avait fait le calcul quelque part sur le Kennedy, tandis que la ville défilait par la fenêtre, et le chiffre était resté là, lourd et immuable, dans sa poitrine. Cela signifiait que Jade était visiblement enceinte depuis des mois. Et de Rurik, jamais, pas une seule fois. Ce qui importe ici, ce n'est pas de savoir si Tiffany était une méchante. Elle l'était. Elle avait fait des choix à maintes reprises, en toute connaissance de cause, pendant des mois, des choix qui avaient causé un véritable préjudice à une vraie femme. C'est indéniable, mais une personne peut être à la fois la source du mal et rester une personne. Et comprendre comment quelqu'un en arrive là ne signifie pas excuser ses choix. Elle s'était engagée dans cette voie parce qu'elle était seule. C'était la vérité à laquelle elle était confrontée maintenant, assise dans son studio meublé d'IKEA, les bougies allumées pour donner plus de profondeur à l'espace. La flamme la plus proche de son lit projetait un cercle chaleureux sur le mur. À l'intérieur de ce cercle, tout semblait douillet et choisi. À l'extérieur, le reste de l'appartement était exactement ce qu'il était, le premier vrai chez-soi d'une jeune femme de 23 ans. Un appartement qui attendait encore de devenir quelqu'un. Elle avait déménagé à Chicago à 22 ans,
fraîchement diplômée d'un IUT de l'Indiana, et décroché un poste de coordinatrice marketing débutante dans l'agence de Derek. Un poste qui semble provisoire jusqu'à ce qu'il prenne racine. Derek l'avait remarqué, et être remarqué par quelqu'un comme lui à 22 ans, tout en sachant, et en doutant secrètement, avoir fait le bon choix en venant ici, ressemblait moins à de l'attirance qu'à un sauvetage. Elle avait compris ce qu'elle faisait. C'était la partie qu'elle ne pouvait ni dissimuler ni adoucir. Elle n'avait pas été naïve. Pas comme elle l'avait laissé croire à Jade. Pas au point d'absoudre quoi que ce soit. Elle savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il ne partirait pas. Elle attendait simplement que cette certitude compte suffisamment pour la faire arrêter. C'était le cas maintenant. Son téléphone vibra sur la couette. Le nom de Derek s'affichait à l'écran. Elle le regarda sonner comme on regarde quelque chose qui va nous coûter cher. Les mains toujours sur les genoux, elle se donnait le temps de 3 sonneries pour se décider. Elle prit Yves dans ses bras. Non. Silence. Je peux expliquer. Elle était enceinte de 7 mois. Derek, sa voix se brisa sur le dernier mot et elle se détesta pour ça. Elle se détestait pour ça, après tout ce qu'elle avait vécu. Son corps était encore prêt à lui livrer la preuve de sa douleur. Tu me l'as dit. Je sais ce que je t'ai dit. Tu m'as dit que c'était fini entre vous. Que le bébé était compliqué, mais que toi tu as dit ce silence, le silence si particulier de quelqu'un qui a dit des choses qu'il ne peut plus retirer, qui le sait et qui n'a plus d'explication, a un poids particulier. Il n'est pas neutre. C'est le son d'une histoire qui s'effondre sous le poids de ses propres contradictions, et les 2 personnes au bout du fil le ressentent. Je suis désolé, dit Derek. C'était le « désolé » le plus plat que Tiffany ait jamais entendu. Ni contrit, ni douloureux, juste le mot, dépouillé de tout ce qu'un « désolé » est censé être. Il laissa tomber la conversation comme une pierre dans l'eau calme, sans faire de vagues. « Ne m'appelle pas pendant un moment, dit-elle. Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Puis elle s'assit sur le bord de son lit, ramena ses genoux contre sa poitrine et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis une éternité. Elle pensa à sa mère, là-bas dans l'Indiana. À sa voix, surtout celle qu'elle avait le dimanche matin. Elle pensa aux amis qu'elle avait laissés partir quand Derek avait commencé à accaparer ses week-ends. Aux discussions de groupe où elle s'était tue, au brunch qu'elle avait décliné avec des excuses vagues jusqu'à ce que les invitations cessent d'arriver. Elle pensa à tous les aspects ordinaires de sa vie qu'elle avait sacrifiés un à un en échange de banquettes et de champagne, et de cette sensation particulière d'être choisie par quelqu'un qui n'avait jamais été disponible pour la choisir. Dehors, sur Wabansia, un bus de la CTA passa en grondant, et tout l'immeuble trembla légèrement. La bougie sur sa table de chevet vacilla, se ralluma, se stabilisa. Derek ne la rappela ni ce soir-là, ni le lendemain. Il vint chez sa mère samedi matin. Sans plan précis. Jade le comprit immédiatement, comme elle avait toujours su faire la différence entre un Derek préparé et un Derek improvisé. Il avait apporté des tournesols, ses fleurs préférées, ce qui signifiait qu'il cherchait à attirer son attention, ce qui signifiait qu'il était plus effrayé qu'elle ne l'avait imaginé. Il portait un jean et un t-shirt gris, la barbe de plusieurs jours, avec cette allure froissée si particulière d'un homme qui n'avait pas dormi et qui voulait qu'elle le remarque. Dans d'autres circonstances, dans les circonstances d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, dans cette version de sa vie qu'elle pleurait en silence depuis avril, elle l'aurait peut-être trouvé désarmant. Elle sortit et referma la porte derrière elle. Elle ne l'invita pas à entrer. À travers la porte moustiquaire, elle aperçut Rosa à la table de la cuisine, un café à la main, ne faisant absolument aucun effort pour feindre autre chose que de regarder. Jade, Derek lui tendit les tournesols. Comme elle ne les prenait pas, son bras s'abaissa lentement, comme un drapeau qui se dégonfle. Je sais que tu es en colère. Je ne le suis pas. Il cligna des yeux. Tu le es. Je suis claire, dit-elle. Ce sont 2 choses différentes. La distinction s'installa entre eux et y resta. La colère pouvait être gérée, redirigée, apaisée par des excuses. La clarté était tout autre chose. Elle n'avait besoin de rien de lui, ne laissait aucune porte ouverte, ne tremblait pas. Il n'y a rien de plus déstabilisant que d'affronter quelqu'un qui a complètement dépassé le stade où l'on peut encore l'affecter. Crier laisse place à la négociation. Le calme de Jade, non. Derek déposa les tournesols sur la rambarde du porche. Sous la chaleur de juillet, il serait fané avant midi. On peut parler, s'il te plaît ?
Vraiment parler? Je sais. Ce n'est pas moi, Jade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais perdu. J'ai été stupide. J'étais combien de temps? Il baissa les yeux vers le sol du porche. Jade, combien de temps, Derek? Un silence. 8 mois. 8 mois. Les chiffres s'imprégnèrent entre eux comme une présence tangible. Tout le 3e trimestre, et même un peu plus. Pendant ce temps-là, elle répondait à des appels professionnels. Elle allait seule à ses rendez-vous prénataux, se disant qu'il était juste occupé, juste stressé. La grossesse avait compliqué les choses. Elle restait allongée dans cette chambre de Wicker Park, à écouter la climatisation en panne se disputer avec elle-même, s'efforçant systématiquement de refouler ses propres instincts. Et tout cela couvait en elle depuis 8 mois. Elle l'encaissait. Son visage restait exactement comme avant son arrivée. Calme, impassible. Parce qu'elle avait pris cette décision avant qu'il ne soit là. Ses vraies réactions lui appartenaient. Il en avait déjà assez pris. Il faut que tu comprennes, commença-t-il. Je comprends, dit-elle. J'ai compris dès que j'ai vu ton visage par la fenêtre. Quelque chose se réorganisa derrière ses yeux. Puis la culpabilité changea de poids comme toujours avec Derek, passant du chagrin à la justification, des excuses à « laisse-moi t'expliquer le contexte ». Tu es entré comme si tu étais, je suis entré comme ta femme, dit-elle. Je sais. Je sais. Il passa une main dans ses cheveux. Ce n'est pas elle ne signifie rien. Ce n'était pas à propos d'elle. C'était à propos de moi non. Jade, ne me dis pas ce qu'elle signifie. Sa voix resta calme, mais un petit muscle de sa mâchoire se contracta un instant avant de se relâcher. Seule preuve visible du prix que lui coûtait ce calme apparent. Ne la rabaisse pas pour que je me sente mieux. Elle compte. Tu as investi 8 mois en elle pendant que je portais ton enfant. Ne lui enlève pas ça maintenant, juste pour arranger tes excuses. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Je veux que tu partes, Derek. Il faut qu'on trouve une solution. Mon avocate s'appelle Carmen Riva. Son cabinet est à Pilson. Elle prit les tournesols sur la rambarde et les lui tendit. Ceux-ci vont mourir. Il les prit. Il resta là un instant de plus que nécessaire, et elle put voir quelque chose se produire en lui. L'expression si particulière de l'effondrement, un homme commençait à comprendre qu'il ne serait pas pardonné aujourd'hui, ni bientôt, ni peut-être jamais, comme il en avait besoin. Une partie d'elle, celle qui conservait le souvenir de celui qu'il avait été avant tout cela, l'homme pour lequel elle avait déménagé, ressentit cet appel, le remarqua, puis le laissa passer. Il se retourna et descendit les marches du perron. Elle regarda sa voiture s'éloigner du trottoir. Elle continua de la regarder jusqu'à ce qu'elle tourne à gauche sur Logan Boulevard, jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans la rue, hormis le déroulement ordinaire de ce samedi matin sans lui. Elle rentra. Rosa lui tendit un café sans un mot. La tasse était chaude et ferme entre ses mains, et Jade la tint un instant avant de la reposer. Un petit geste rassurant, sans importance. Juste ce qu'il fallait. Elle s'assit à la table de la cuisine, ouvrit son ordinateur portable et créa un nouveau document. En haut, elle tapa 3 lignes, ce que je sais, ce dont j'ai besoin, la suite. Elle avait une entreprise à gérer, un bébé à venir dans 2 mois, un avocat à appeler dès lundi matin. Il s'avéra qu'elle avait beaucoup à faire, et elle possédait cette énergie tranquille si particulière de quelqu'un qui a fini de faire le deuil du passé et qui a commencé à construire sur ce qui viendra ensuite. J'ai besoin d'espace, lui dit-elle plus tard par SMS. Il crut qu'elle parlait d'une semaine. Elle retrouva Tiffany sur Instagram. Ça n'avait pas été long. La page publique d'AY l'avait taguée dans 3 publications au cours de l'année écoulée, que Jade avait repérées en un quart d'heure le lendemain matin du restaurant, allongée dans la chambre d'amis de sa mère, son téléphone à la main. Avec cette énergie concentrée propre à quelqu'un qui a décidé de tout savoir. Absolument tout. Plus question de se contenter des détails. Tiffany Marsh, 23 ans, coordinatrice marketing. Son compte était public. Des photos de brunch, des panoramas urbains, une publication de mars sur la promenade de Chicago où l'on apercevait l'immeuble de Derek en arrière-plan. Jade fixa longuement cette photo. L'immeuble, nonchalamment cadré derrière une femme souriante qui ignorait être observée. L'image entière, banale et sans méfiance,
comme le sont souvent les preuves. Elle n'y fit rien pendant 3 semaines. La suite n'avait rien à voir avec Derek, ni avec une punition, ni avec une vengeance. Il ne s'agissait pas de faire étalage de sa force devant un public. C'était plus simple et plus nécessaire que tout ça. Jade avait besoin de regarder Tiffany Marsh dans les yeux, ne serait-ce qu'une fois. Elle avait besoin que l'autre femme se tienne devant elle comme une personne à part entière. Pas une abstraction, pas la blonde du coin, pas le personnage secondaire dans la version alternative de la vie de Doric. Elle avait besoin de boucler la boucle, de la seule façon possible. Elle lui envoya un message privé sur Instagram. Court, sans préambule. J'aimerais qu'on se voie toutes les deux. Je ne viens pas pour me battre. Tiffany le lut immédiatement. La bulle de dialogue apparut, disparut, réapparut, puis disparut à nouveau. 2 faux départs. La preuve que quelqu'un se demandait jusqu'où il pouvait aller dans l'honnêteté. Puis, d'accord, elles se retrouvèrent dans un café sur Armadage, en terrain neutre, public, le genre d'endroit avec des tables communes, des murs de briques apparentes et un menu à la crème mis à jour chaque semaine, plein de gens sans destination précise. Jade arriva la première, commanda un décaféiné et trouva une table dans un coin. Elle posa son dos contre le mur, une habitude que son père avait toujours prise au restaurant. Sa conviction tranquille qu'il fallait savoir où se trouvaient les sorties, une habitude qu'elle avait longtemps trouvée excessive. Ce n'était plus le cas. Tiffany arriva, l'air préparé. Comme on se prépare pour un entretien d'embauche, sans être sûr de réussir. Robe d'été simple, pas de bijoux, cheveux tirés en arrière. L'antithèse de la femme élégante du restaurant. Elle paraissait plus jeune, sans l'armure d'une soirée arrosée. Fatiguée d'une fatigue particulière, non pas due au manque de sommeil, mais à des semaines passées assise avec quelque chose qu'elle ne pouvait ni lâcher ni porter confortablement, elle s'assit en face de Jade et ne dit rien. « Merci d'être venue, dit Jade. La vraie grâce, pas la mise en scène, pas le geste social, mais l'essence même de la grâce a un prix. Ce n'est ni gratuit, ni facile, ni sans effort. C'est un choix fait à l'encontre de tous vos instincts, parce que vous avez décidé qui vous voulez être au bout de cette épreuve. Et cette décision compte plus pour toi que la satisfaction passagère de te sentir justifié. Jade avait pris cette décision quelque part pendant le trajet et elle la gardait pour elle, ce qui lui coûtait cher, mais elle s'y accrochait malgré tout. Il m'appelle encore, dit Tiffany. Elle le dit à sa tasse de café, pas à Jade. Non. Je ne réponds pas. Ce n'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tiffany leva les yeux. Pourquoi es-tu venu? Je voulais te demander quelque chose. Jade serra sa tasse dans ses mains, la chaleur du café contre ses paumes, quelque chose à quoi se raccrocher. Tu le savais depuis le début? Un long silence. Quelque chose de complexe et d'inachevé traversait le visage de Tiffany comme les caprices de la météo. Pas depuis le début, finit-elle par dire. Il a dit que vous étiez séparés, que le bébé l'était. Elle s'interrompit, puis reprit, en mars je savais que c'était mars. Le mot résonna doucement, révélant un univers immense. 4 mois plus tôt, à 20 semaines, le rendez-vous où ils avaient appris le sexe du bébé, où Jade avait pris une photo de l'écran de l'échographie et l'avait envoyée à Derek, qui lui avait répondu par un cœur, et qu'elle avait serré entre ses mains comme si quelque chose changeait. Il le savait depuis 4 mois, il avait envoyé un cœur, était rentré à la maison, avait dormi dans ce lit, laissant le ventilateur de plafond tourner à chaque 3e tour. J'attendais que ça me paraisse vraiment faux, murmura Tiffany, sans oser croiser le regard de Jade. Ça l'a toujours été. Mais je continuais à faire ce choix malgré tout. Jade la regarda vraiment, sans la colère ni la distance qui lui servait de protection, et vit clairement, sans aucune satisfaction particulière, ce qu'elle avait pressenti 3 semaines plus tôt, de l'autre côté du restaurant. Une jeune femme qui s'était effacée pour s'intégrer à une situation qui ne lui apporterait jamais ce qu'elle était venue chercher. Cela ne rendait pas Tiffany innocente. Cela la rendait plus complexe, et d'une tristesse inattendue. Il ne te choisira pas, dit Jade. Non pas comme une blessure, mais comme un fait, énoncé simplement. Pas à cause de moi, à cause de lui. Parce que Doric a besoin d'un public plus que d'une personne. Et tu commences à trop bien le connaître pour continuer à être ce public. C'est toujours comme ça que ça se termine. La mâchoire de Tiffany se crispa. Ses yeux se voilèrent. Ils restèrent figés, sans laisser couler les larmes. Elle ne protesta pas.
Il n'y avait rien à protester. Je ne veux rien de toi, dit Jade. J'avais juste besoin que tu sois authentique, ne serait-ce qu'un instant. C'est tout. Elle vida son café, posa un billet de 10 $ sur la table pour chacune, puis se leva. Pour ce que ça vaut, dit Tiffany avant que Jade n'atteigne la porte, sa voix plus faible maintenant, dépouillée de tout sauf de la simple vérité de ce qu'elle essayait de dire. Je suis désolée. Je sais que ça ne veut pas dire je sais, répondit Jade. Elle sortit dans la chaleur douce sur Armitage. Le soleil était direct et implacable après la fraîcheur du café, et elle s'y attarda un instant avant de se diriger vers sa voiture. Non pas qu'elle ait besoin de s'arrêter, mais parce que cette chaleur lui faisait du bien, et elle la laissa passer à travers la vitre derrière elle. Elle aperçut Tiffany toujours à la table du coin. Ses deux mains serraient sa tasse, fixant la table comme si elle allait lui révéler quelque chose d'utile. Quand Jade atteignit la portière de sa voiture, le reflet de Tiffany avait déjà disparu. Derek avait envoyé un SMS à Carmen Riva un mercredi. Jade le savait parce que Carmen le lui avait dit sur le même ton neutre et professionnel qu'elle employait en toutes circonstances. Votre mari a pris contact. Il aimerait discuter des modalités sans la présence des avocats. Puis une ligne plus bas. Je le lui avais déconseillé. Il a fini par accepter. Il logeait dans une location de courte durée à River North. Jade le savait car son compte Venmo était toujours lié à leur compte joint, qu'elle n'avait pas encore pris le temps de modifier, et un paiement à Furnished Finder en disait long. 1300 $ par mois pour un studio alors qu'il possédait un 2 pièces à Wicker Park. Elle avait regardé ce montant un instant et ressenti quelque chose qui n'était ni tout à fait de la satisfaction ni tout à fait de la pitié, juste la vague conscience qu'un homme payait, au sens propre du terme, pour les choix qu'il avait faits. Priya avait pris l'habitude d'appeler tous les 2 jours, non pas pour donner des conseils. Priya était trop intelligente pour ça, juste pour discuter, de choses qui n'avaient rien à voir avec Derek, de celles qui laissaient à Jade la possibilité d'être une personne à part entière, avec des opinions sur des sujets autres que son mariage qui s'effondrait. Elle parlait du design, de cette cliente d'Eveston qui ne cessait de repenser son tableau de visualisation, d'un restaurant du West Lobe que Priya était déterminée à tester et où Jade ne pouvait pas aller pour le moment, mais qu'elle pourrait un jour. Ces derniers temps, le mot « un jour » revenait sans cesse dans son vocabulaire. Doux et réconfortant, un petit pont qu'elle construisait vers un avenir encore flou. Elle essayait de ne pas trop s'y appuyer. Voilà ce que la stratégie ne vous dit pas, il faut quand même le ressentir. La lucidité ne remplace pas le chagrin. On peut être déterminé et aller de l'avant. On peut avoir un avocat, un plan, une mère sur Logan Boulevard qui remplit toujours le frigo de ta malle. Et on peut toujours se réveiller à 3 heures du matin, la main sur le ventre, dans le noir, avec cette dévastation silencieuse et particulière de comprendre qu'on va accomplir l'impossible sans la personne avec qui on a choisi de le faire. Que le berceau dans le coin sera monté par une seule personne, que le trajet jusqu'à l'hôpital se fera avec une seule personne à l'avant. Cette stratégie reste valable pendant toute la durée de l'hospitalisation. Le jour. 3 heures du matin, c'est une autre histoire. Le chagrin la submergeait surtout en voiture ou sous la douche. Des endroits où elle était seule, où le mouvement ou l'eau qui coulait absorbait le moindre son. Elle s'était autorisé cela, un espace protégé pour que cette émotion ne l'envahisse pas. Derek, au contraire, semblait vivre son deuil publiquement et intensément. Priya l'avait aperçu dans un bar de Division Street un mardi soir. Un whisky seul, la posture caractéristique d'un homme les yeux rivés sur son téléphone, en train de composer des messages. Il n'était pas sûr d'avoir le courage d'en envoyer. Une collègue de Jade l'avait vu à un match des Cubs le week-end suivant et avait rapporté qu'il semblait, selon ses propres termes, anéanti. Le cabinet de Carmen avait reçu une lettre de son avocat, correctement formatée et rédigée avec professionnalisme, qui contenait, sous le jargon juridique, une panique à peine contenue. Il appelait sa mère tous les jours. Sa mère appelait Rosa. Rosa transmettait l'information à Jade avec sa concision habituelle. Il ne va pas bien. Et puis Rosa, à son grand mérite, avait regardé sa fille et posé la question cruciale. Ça te fait quelque chose ? Jade avait hésité un instant, sans chercher la réponse qui la ferait paraître forte, mais simplement la vérité. Pas assez pour changer quoi que ce soit, avait-elle dit. Rosa avait hoché la tête, poussé une coupe de fruits sur la table et en avait fini là. De l'extérieur, la situation ressemblait à ceci, un cadre marketing de 32 ans qui, pendant des années,
avait mené sa vie avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais sérieusement envisagé la possibilité de tout perdre. Perdant soudainement tout d'un coup et découvrant que la version de lui-même, celle qui travaillait dans son bureau, n'avait aucun moyen de s'en sortir. Le côté polonais avait disparu. Ce qui restait était plus calme et plus chaotique, et d'une certaine manière, remarqua Jade sans s'attarder, plus authentiquement humain que tout ce qu'elle avait vu de lui depuis des années. Trop tard. Ce n'était pas son problème. Les deux étaient vrais en même temps. Tiffany ne lui avait plus adressé la parole. Aucun appel en retour, aucun message répondu, puis cette fin si particulière et moderne de disparaître de sa liste d'abonnés Instagram, inscrite dans la façon dont les gens se séparent. C'était comme si une porte se fermait, mais se verrouillait discrètement et définitivement de l'intérieur. L'agence avait entamé une discrète réorganisation interne. Sa collègue, comme on dit dans ce genre de situation, avait trouvé un autre emploi. Jade l'apprit de Priya, qui l'avait appris d'une autre personne de l'agence. Elle retourna l'objet une fois, comme on retourne un objet trouvé par terre avant de le reposer. Il n'y avait rien d'utile. Elle entra dans la chambre, déplaça le berceau de son emplacement provisoire près de la fenêtre, le porta dans le coin de la pièce, de son côté, et l'y installa. Les roulettes grinçaient doucement sur le parquet. La pièce se réorganisa autour de cette nouvelle configuration, et elle resta un instant immobile, les mains le long du corps, acceptant la situation. Le bébé arriva un mardi, après 6 heures de travail, qualifié d'efficace par son obstétricien, un mot qui lui allait comme un gant. Ce genre de précision clinique que Jade avait toujours préféré à la sentimentalité, quand la sentimentalité n'était qu'un autre mot pour dire qu'elle n'était pas prête. Rosa était dans la salle d'attente. Priya avait fait 90 minutes de route depuis Hyde Park et était arrivée en avance, tenant la main de Jade pendant la dernière heure. Et quand ce fut fini, quand la pièce s'est plongée dans ce silence suspendu si particulier, avant de s'ouvrir sur une toute autre atmosphère, Jade pleurait avant même de comprendre ce qui lui était arrivé, chose qui ne lui était jamais arrivée. Le bébé était petit, vif, brun et parfait. Elle avait choisi elle-même le prénom sur une liste qu'elle avait dressée 2 mois plus tôt à la table de la cuisine de Rose, avec une tasse de thé qu'elle avait enfin fini. Lucia, le prénom de sa grand-mère, celle qui avait quitté Oaxaca avec $40 et une simple valise, et qui avait tout construit de ses propres mains, à partir de rien. C'était une évidence, sans besoin d'explication. « Elle te ressemble » dit Priya. « Tant mieux » répondit Jade. « Il y a quelque chose d'important dans cette affaire, car c'est plus important qu'il n'y paraît. » Jade avait réduit la voilure. Une petite entreprise de décoration d'intérieur, Wicker Park Client. Un travail qui exigeait un goût authentique, de vraies conversations et cette confiance particulière qui ne se construit qu'avec le temps, car le moment n'était pas propice. C'était l'expression qu'avait employée de Rurik, et elle l'avait acceptée. Elle s'était dit que c'était pratique, qu'elle développerait son activité une fois les choses stabilisées. Elle avait passé 4 ans à attendre que la situation se stabilise, ce qui en disait long sur les priorités de chacun au sein du foyer. Pendant cette attente, elle avait malgré tout construit quelque chose. Discrètement, en marge de la vie qu'elle avait décidé de mettre entre parenthèses. 2 clients étaient devenus 4, puis 7. Son site web avait généré 2 demandes spontanées au printemps précédent, dont elle avait parlé à personne, car constater sa propre progression lui avait toujours donné l'impression de tenter quelque chose. Elle avait un portfolio sur son téléphone qu'elle avait montré à Rosa et Priya, et à personne d'autre, car l'autopromotion l'avait toujours mise mal à l'aise, une vulnérabilité qu'elle cherchait encore à corriger. Elle s'y est donc mise. La cliente d'Eveston, celle dont le tableau d'inspiration changeait sans cesse, avait en fait une sœur à Andersonville qui avait besoin de rénover sa cuisine et une mère à Glénot qui cherchait discrètement quelqu'un de bon goût et sans prétention. Le bouche-à-oreille fonctionnait comme dans ces milieux, de manière latérale et efficace, grâce au réseau de femmes qui avaient trouvé la perle rare et souhaitaient la garder près d'elles. Jade faisait du bon travail. Le bon travail a cette capacité à se faire connaître de lui-même, si on le laisse faire. Elle a appelé Carmen en septembre, 6 semaines après la naissance de Lucia. L'avocat de Derek est revenu avec une contre-proposition concernant l'évaluation de l'entreprise. Carmen a dit « contre-proposition ». Lucia dormait sur sa poitrine, un petit poing serré contre la clavicule de Jade, sa respiration lente et régulière, comme celle de quelqu'un qui ignore encore la complexité du monde. Dehors, dans la chambre d'amis de Rose, le chien du voisin se livrait à un combat acharné et prolongé avec un sac plastique. Il réclamait un instant à Carmen. « Réponds-moi. »
Un silence à l'autre bout du fil. Voilà. C'est ça, se réapproprier son identité quand on ne le fait pas pour un public. Pas de révélation face à un miroir. Pas de montage. Juste une femme dans une chambre empruntée, dans la maison de son enfance, avec son bébé de 6 semaines endormi sur elle et un téléphone collé à l'oreille, qui lui ordonnait de répondre avec l'autorité directe et sans fioriture de celle qui avait enfin décidé, sans hésitation. Qu'elle comprenait la valeur de son travail et qu'elle en avait fini de le brader pour le confort de qui que ce soit. Les documents arrivèrent un jeudi. Le courriel de Carmen parvint à 9 h du matin et Jade le lut à la table de la cuisine de sa mère. Son café était encore trop chaud. Un demi-bol de céréales ramollissait à côté. La lumière du matin filtrait par la fenêtre de la cuisine, toujours sous le même angle. Cette même lumière avec laquelle elle avait grandi. Celle qui était là avant Derek et qui serait là longtemps après. Elle lut chaque page. Ces derniers mois, elle avait appris à lire chaque page. Elle prit le stylo. Elle signa, de son seul nom, la même signature qu'avant lui, celle qu'elle avait apposée sur son premier contrat client, son premier bail, et sur chaque version de sa vie qui lui avait appartenu entièrement. Tout semblait identique. Pourtant, la sensation était complètement différente. Il avait appelé en octobre. Pas un SMS, un vrai appel, ce qui était suffisamment inhabituel pour qu'elle décroche sans réfléchir. Et puis sa voix était là, tout simplement, franchissant la distance comme si elle n'existait pas. Elle se tenait sur le seuil de son appartement, cette location à un park, 2 chambres, au dernier étage d'un immeuble en pierre grise avec une véranda baignée de soleil l'après-midi, Lucia dans le porte-bébé contre sa poitrine. Le poids chaud du bébé s'installa en elle comme toujours, tel un lest. Elle resta là, immobile. « Il faut que je te parle », dit Derek. Juste une fois, sans intermédiaire, juste un silence qui semblait lui coûter quelque chose de précieux. S'il te plaît, elle aurait pu dire non. Elle était parfaitement dans son droit. Elle avait un avocat, des documents signés, une nouvelle adresse qu'il n'avait pas reçue. Elle ne lui devait rien qu'elle n'ait déjà décidé de lui donner. Elle avait dit oui parce que Jade avait géré la situation avec précision, stratégie et une distance calculée pendant des mois. Et jamais, jamais elle ne lui avait dit à voix haute la vérité. Elle devait le faire, non pas pour lui, mais pour que les choses soient claires, pour cette part d'elle-même qui, en silence, avait attendu, à travers les avocats, la paperasse et les lucidités nocturnes, de refermer la dernière porte ouverte dans son cœur. Ils se rencontrèrent sur la piste cyclable 606, près de Bloomingdale. Un lieu public, ouvert, fréquenté un dimanche après-midi par des joggeurs, des promeneurs de chiens et des gens sans aucune urgence, qui s'agitaient autour d'eux comme l'eau autour de 2 points immobiles. Il était déjà là à son arrivée. Il paraissait plus maigre. Son visage était marqué par une platitude qu'il n'avait pas auparavant. Rien de dramatique, rien de brisé, juste la pâleur particulière de quelqu'un qui souffrait d'un manque de sommeil si long que cela commençait à se voir dans ses traits. Son assurance habituelle avait disparu. Ce qui se cachait derrière cette façade était plus calme et moins sûr de lui, et elle remarqua, sans s'y attarder, qu'il avait l'air plus sincère que l'homme qu'elle avait épousé. Il aperçut Lucia en premier. Une émotion traversa son visage, rapide, complexe et involontaire. Le genre d'expression qui surgit avant même qu'on ait le temps de la décider. « Elle est parfaite », dit Jade. « Elle va bien. Ce n'est pas pour ça que je suis là. » Il hocha la tête. Ils marchèrent, la piste s'étendant devant eux. Chicago s'étendait à perte de vue de part et d'autre. Le lac, une fine ligne bleue à l'est. Il ne dit rien. Elle le laissa faire. Elle ne parlait pas, car elle avait appris ces derniers mois que le silence avait un impact différent sur elle et sur lui. Là où il l'apaisait, il le rendait agité. Et elle avait décidé, discrètement et sans prévenir, d'utiliser ce pouvoir. « Je suis désolé », finit-il par dire. « Je sais, mais je le suis. Je ne sais pas qui j'étais. J'étais absent. Absolument absent. Tu étais présent, dit-elle. Simplement pas avec moi. » Il tressaillit. Un détail, physique, involontaire, le corps admettant ce que la voix n'avait pas encore réussi à exprimer. « Il faut que tu comprennes quelque chose. » Sa voix était calme. Elle avait répété ces mots une fois sous la douche, puis s'était arrêtée, car ils n'avaient pas besoin d'être répétés. Ils étaient déjà vrais. Et la vérité n'exige pas de mise en scène, seulement d'être exprimée.
Il ne s'agit pas de savoir si tu es désolé. Je crois que tu le es. Je crois que tu le ressens. Et je crois que tu le penses vraiment. Et je sais aussi que c'est à propos de toi. Ta culpabilité, ton malaise face à ce que tu as fait, et non à moi. Jade, j'ai tout écrit pour toi, dit-elle. Non pas parce que tu me l'as demandé, mais parce que je me disais que c'était ça, l'amour. S'adapter, s'accommoder, me modeler à ta vie. Et pendant tout ce temps, je me sentais de plus en plus petite. Je le sentais. Je me répétais simplement que c'était temporaire. Un homme à vélo passa devant elle, les roues vrombissant doucement sur le chemin, et ce bruit ordinaire rendait l'instant plus réel, au lieu de l'atténuer. Ce n'était pas temporaire. Il resta silencieux un long moment. Un jogger passa entre elles. Le lac captait la lumière d'octobre au loin, argentée sur ses bords. « Je ne crois pas pouvoir arranger ça, dit-il. Je sais que tu ne peux pas. Je le veux pour Lucia. Tu le feras. » Elle le dit sans hésiter parce qu'elle y croyait et parce que Lucia méritait un père, pas une victime. Tu seras un bon père. J'en suis sincèrement convaincu. Elle s'arrêta. Il s'arrêta à côté d'elle, puis elle se retourna et le regarda. Elle le regarda vraiment droit dans les yeux, comme elle ne se l'était pas permis depuis cette nuit sur le trottoir devant le restaurant, car regarder en face ce qui vous avait appartenu exige une préparation particulière. Et elle y était enfin parvenue. Mais je n'ai plus besoin de rien de toi. C'est ce que je suis venu te dire. Non pas que je te hais, non pas que je sois en colère, juste que je n'ai plus besoin de rien de toi. Parvenir à cette phrase prend plus de temps qu'on ne le croit. Pas les mots eux-mêmes. Les mots sont courts, presque simples, mais il faut puiser au plus profond de soi pour les prononcer et les penser pleinement, sans aucune mise en scène, sans le petit espoir enfoui qui les réplique et vous donne une dernière chance de compter l'un pour l'autre. Cet état d'esprit se construit avec le temps. La plupart des gens n'y arrivent jamais vraiment. Ils prononcent les mots avant même qu'ils ne soient vrais. Et ils ressentent le décalage entre la phrase et sa réalité. Et c'est dans ce décalage que subsistent les résidus. Jade l'avait dit, et il n'y avait plus de décalage. Les yeux de Dororik s'embuèrent de larmes. Il serra les lèvres. Il regarda Lucia, endormie contre la poitrine de Jade, un poing serré sous le menton, parfaitement sereine, rêvant de ce que rêvent les bébés de 2 mois. Puis il regarda Jade et hocha la tête une fois. « D'accord, dit-il. » Le même mot qu'il avait utilisé lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse. « D'accord, mais je porte quelque chose de complètement différent maintenant. Non plus la soumission abasourdie d'un homme qui encaisse une nouvelle inattendue, mais quelque chose de plus calme et de plus définitif. Je comprends. Tu as raison. Je n'ai plus rien à redire. » Ce mot avait mûri au fil des mois, comme le font les mots lorsqu'ils ont traversé suffisamment d'épreuves. Jade posa doucement sa main sur la tête de Lucia, ajustant le porte-bébé, sentant sa petite chaleur, solide, réelle et entièrement sienne. Puis elle fit demi-tour et reprit le chemin d'où elle venait, le sentier s'ouvrant devant elle, Chicago continuant son chemin autour d'elle, indifférente et vivante. Elle ferma la porte, sans la verrouiller, inutile. Lucia avait un avis sur tout à 14 mois. Elle avait des opinions bien arrêtées sur la cuillère acceptable. La jaune. Toujours la jaune. Une préférence si absolue et constante que Jade avait acheté 3 cuillères jaunes de rechange chez Target, par précaution. Elle avait des opinions bien arrêtées sur la chanson qui passait chaque matin sur l'enceinte Bluetooth de la cuisine, un rituel qu'elle avait instauré chez Rose et qu'elle considérait désormais comme un élément incontournable de tous les matins, partout. Elle avait des opinions bien arrêtées sur les pigeons, qu'elle trouvait infiniment fascinants, les suivant du regard sur la rambarde du porche avec l'intensité concentrée d'un scientifique observant quelque chose à la limite de la compréhension. Elle avait des opinions bien arrêtées sur ses propres chaussettes, qu'elle trouvait offensantes. Elle n'avait pas encore d'opinion sur Dororik, car elle avait 14 mois et Dororik était un homme qu'elle voyait un dimanche sur 2 et qui la tenait dans ses bras avec l'attention attentive et concentrée de quelqu'un qui apprenait quelque chose d'important et qu'il ne voulait pas mal faire. Pour l'instant, c'était tout. Un début à sa façon. Pour l'instant, c'était suffisant. C'était de nouveau le mois d'août. Les histoires que les gens recherchent sont celles qui se terminent bien. Le méchant puni comme il se doit. L'héroïne rayonnante. Le générique défilant sur une femme dont l'avenir s'annonce radieux et sans ambiguïté. Ce désir est réel et compréhensible. Il est parfois partagé.
Mais ce qui résiste mieux à l'épreuve du temps, ce qui se révèle plus durable que la version parfaite, c'est ceci, les vraies fins sont plus chaotiques, plus intimes et plus authentiques. Elles ne s'annoncent pas. Elles surviennent au beau milieu d'une matinée ordinaire, et on les rate presque. L'appartement de Jade à Humboldt Park avait une véranda baignée de soleil l'après-midi, un propriétaire qui réparait tout rapidement et sans rechigner, et une voisine nommée Val qui déposait des légumes de son jardin sur le palier une fois par semaine sans jamais rien demander en retour. Jade avait peint la cuisine elle-même, d'un chaleureux terracotta qui lui avait pris 2 week-ends, 3 tutoriels YouTube et un long samedi avec Rosa qui lui tendait un rouleau en répétant « Mas oscuro » jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Rosa avait contemplé les murs finis et les avait qualifiés de « MUI », le plus grand compliment qu'elle puisse faire. L'entreprise comptait 4 clients à temps plein. Elle était temps pour parler avec un 5e. Elle avait embauché un assistant à temps partiel, un étudiant de DePaul nommé Marco, qui avait un goût exquis et n'avait absolument aucune crainte des clients difficiles, de qualité qu'elle avait exigées et vérifiées. Elle avait une réunion à Andersonville le mercredi et un appel avec Blanco le vendredi. Entre ces 2 rendez-vous, elle avait toute une série de petites tâches qui lui incombaient exclusivement, et qui, au bout de 3 mois environ, avaient cessé d'être un fardeau pour devenir une évidence. Priya venait le samedi matin. Rosa venait le dimanche après-midi. Ce n'étaient pas des obligations au sens propre du terme. C'était le plaisir simple et discret d'une vie qui s'était réorganisée autour de personnes ponctuelles, qui n'avaient pas besoin d'être dirigées, qui étaient simplement toujours présentes. Derek vivait quelque part au nord d'ici. Elle le savait vaguement, comme on connaît la météo d'une autre ville. D'après ce que Carmen avait mentionné en passant, il allait mieux, plus présent, moins artificiel. Une partie d'elle-même perçut cette bienveillance calme et détachée que l'on éprouve envers les choses importantes pour des raisons qui ne requièrent plus notre implication directe. Pour Lucia, elle était heureuse. C'était tout. Elle pensait rarement à Tiffany. Quand elle y pensait, ce n'était pas avec colère. C'était avec la reconnaissance distante, presque impersonnelle, de quelqu'un qui avait été un chapitre d'une histoire que Jade avait terminée, qu'elle avait laissé de côté et qu'elle n'avait plus besoin de reprendre. Ce qui l'avait apaisée, ce n'était ni le jugement de divorce, ni l'avocat, ni les confrontations, même si chacune d'elles avait joué son rôle. C'était l'accumulation des petits deuils ordinaires. Le café qu'elle avait préparé exactement comme elle l'aimait, la cuillère jaune sur le plateau, les murs en terre cuite captant la lumière matinale, le travail dont elle était vraiment fière, un client, une pièce et une bonne décision à la fois. Tout cela s'était accumulé progressivement, sans cérémonie, pour former une vie qu'elle avait indéniablement choisie, non héritée, non subie, non réduite pour s'intégrer. Choisie. Ce samedi-là, Priya était sur la véranda avec Lucia pendant que Jade préparait le petit déjeuner à l'intérieur. À travers la porte moustiquaire, les sons se superposaient. Priya décrivait le quartier en contrebas avec une gravité théâtrale, imitant le chant des pigeons, inventant des histoires rocambolesques pour les chiens qui passaient. Et en dessous, le son grave et concentré de Lucia, celui qu'elle émettait lorsque quelque chose dans le monde avait captivé toute son attention et qu'elle réfléchissait à la marche à suivre. L'été à Chicago était exactement comme toujours, massif et indifférent. Une chaleur qui s'abattait sur tout le monde sans distinction. Un ciel qui, par des matins comme celui-ci, expliquait pourquoi les gens restaient dans cette ville malgré tous les hivers qui semblaient vouloir les chasser. Jade se tenait devant le fourneau, sa spatule et son café à la main. La cuisine embaumait le beurre par la fenêtre ouverte, et une légère odeur de basilic flottait sur le palier 2 jours plus tôt. À travers la porte moustiquaire, la voix de sa fille ne portait pas encore de mots, mais quelque chose qui s'en approchait, quelque chose qui avait opté pour l'enthousiasme avant même de choisir le langage. Elle pensa brièvement, sans douleur, à la femme qui, 14 mois plus tôt, était restée figée sur le trottoir de l'avenue Domain, devant une fenêtre éclairée, assistant impuissante à l'effondrement de la vie qu'elle avait accepté de voir se dérouler sous ses yeux. Elle n'éprouvait aucune pitié pour cette femme. Aucune colère à son égard. Ce qu'elle ressentait, c'était cette chaleur particulière et constante qu'on ressent en reconnaissant quelqu'un qui a traversé une épreuve véritablement difficile et en est ressorti avec une vérité profonde. Quelqu'un qui avait perdu une part de sa vie et qui, dans l'espace qui s'était ouvert sur l'autre, avait retrouvé la sienne. Il fallait retourner les œufs. Elle les retourna. Le petit déjeuner, cria-t-elle. Depuis le porche, répondit Lucia d'une voix qui n'était pas encore un mot, mais qui en avait toute la conviction. Dehors. Chicago continuait de tourner comme toujours, immense, indifférente et lumineuse.
Et dans la cuisine en terre cuite, avec la cuillère jaune sur le plateau, la porte moustiquaire ouverte et la voix de sa fille qui filtrait à travers, Jade était exactement là où elle était. Pas là où elle avait prévu d'être, pas là où elle avait imaginé, 4 ans plus tôt, que les choses se termineraient. Elle n'avait pas besoin que l'histoire se termine d'une certaine façon. Elle s'est simplement terminée et elle était toujours là.